Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire les décryptages d'actualité du jour. iWeb. Faut-il maintenir ou lever l'état de siège, mesdames et messieurs? Les questions sont posées et les gens se posent des questions. Ils se demandent s'il faut vraiment maintenir l'état de siège. Je reçois sur ce plateau, mesdames et messieurs, l'honorable Jean-Jacques Mamba. Avec lui, nous allons devoir parler sur la question aussi sur les élections qui se pointent à l'horizon. Dans quelques mois, nous irons déjà aux élections. Bientôt, c'est la rentrée scolaire, l'économie, le dollar. Nous en parlons sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je reçois l'honorable Jean-Jacques Mamba. Honorable, bonjour et bienvenue. Merci. Vous allez bien? Je pense au rythme du pays. Au rythme du pays. Comme je l'ai dit dans mon prélude, honorable, faut-il maintenir ou lever l'état de siège? Ça reste une question préoccupante parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions qui vont dans le sens de lever cet état de siège. Il y a beaucoup de mécontents et on peut le comprendre hein, parce que bon, vous savez, la notion de l'immédiateté est une notion qui, dans le chef de ceux qui souffrent, dans le chef de ceux qui sont victimes, c'est une notion connue. Ils veulent des solutions rapides et immédiates. Et si on peut comprendre que, bon, malgré l'état de siège, il y a quand même des poches d'insécurité, que Bunagana est toujours entre les mains des rebelles, Rutshuru, Kishishi et tout ça, on peut comprendre les positions des uns et des autres qui veulent ou qui voudraient que l'état de siège soit levé. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que s'il n'y avait pas d'état de siège, la situation ne serait pas pire? Je pense que le chef de l'État a lancé l'initiative, qu'il y ait une table ronde autour de laquelle les différents acteurs et ceux qui sont les plus concernés et ont le maximum d'informations sur ce qui se passe sur terrain. Moi, je ne suis jamais allé dans ces coins-là pour vous donner des informations précises, afin qu'ensemble, ils puissent déterminer les options à lever quant à la requalification, la levée de l'état de siège. Et je pense qu'il y a un rapport qui a été déposé. Nous en saurons plus, et le chef de l'État, qui est le garant des institutions, devra prendre une décision en fonction de ce qui sera contenu dans ce rapport-là. Mais une chose est certaine, c'est que l'état de siège avait été validé, et si vous voulez, chaque fois prorogé par le Parlement, parce qu'il y avait nécessité. Et donc, à partir du moment où il y a une évolution quelconque, ou que la population estime que dans un contexte électoral, ou que dans le contexte actuel, cet état de siège ne vaut plus sa raison d'être, bon, le chef de l'État prendra ses responsabilités. Je n'ai pas les éléments clés d'évaluation, parce que vous savez, ce sont quand même des notions militaires. Il faudrait comparer les statistiques avant l'état de siège et les statistiques après l'état de siège. Il faudra faire un simulacre pas simulacre, mais une simulation pour essayer de voir s'il n'y avait pas d'état de siège, est-ce que la situation serait celle que nous avons aujourd'hui, combien d'attaques ont été repoussées, combien de complots ont été déjoués pendant l'état de siège. Toutes ces questions-là peuvent être posées et les discussions ont été faites. La table ronde va livrer ses secrets et le chef d'État, le président Tshisekedi, prendra ses responsabilités. Mais la société civile qui est dans la partie est de la République démocratique du Congo ne cesse de dire que l'état de siège n'a apporté pratiquement rien du tout, parce que c'est sous état de siège qu'on est en train d'enregistrer plusieurs groupes rebelles qui se sont formés, qui, avant l'état de siège, ces groupes rebelles n'existaient pas, mais c'est sous état de siège qu'on remarque, qu'on observe ces groupes rebelles qui sont en train de se créer. Aussi, il y a certains généraux qui sont de mèche avec les M23. Bon, avant l'état de siège, on dénombrait plus de 180 groupes armés. Aujourd'hui, il me semble qu'il y en a moins de 50. Alors, comme je vous le dis, c'est une question de statistique et je ne vais pas remettre en cause les avis et considérations de ceux qui vivent le drame. Nous sommes à quelques kilomètres, des milliers de kilomètres de là. Ce serait très prétentieux de notre part de chercher à les contredire. Une chose est certaine, c'est que moi, en tant que député,
en donnant mon vote pour la prorogation de l'état de siège, je peux avoir estimé à un moment donné que c'était la solution idoine pour essayer de contenir les velléités du M23 et de tous les groupes armés. Maintenant, si la situation du terrain a évolué ou la situation du terrain ne correspond pas à ce que moi j'ai pensé initialement, j'ai besoin d'un maximum d'informations et je crois que le chef de l'État était dans la même logique d'avoir un maximum d'informations des acteurs, membres de la société civile, les habitants qui vivent sur place, les représentants de la population au sein des différents hémicycles provinciaux et nationaux, pour avoir un maximum d'informations utiles à la décision. Donc nous n'allons pas entrer dans un jeu de contestation de qui a raison, qui a tort, est-ce que c'est efficace ou n'est pas efficace, est-ce que c'est un échec ou c'est une réussite, parce que nous parlons des vies humaines. Et ce qu'il nous faut faire, c'est tout faire pour que ces vies humaines soient préservées et surtout aussi que l'intégrité nationale soit préservée. Ça, c'est le vrai débat. Avec ou sans état de siège, comment est-ce que nous faisons pour que la population cesse de mourir? Parce qu'elle mourrait avant. Il semble que pour la société civile, elle meurt pendant. Rien n'est moins sûr qu'après l'état de siège, elles vont continuer à être tuées. Donc la question centrale, c'est la question de la sécurité. Et de ce point de vue, je pense que l'armée est en train de s'organiser. On a des informations rassurantes sur l'organisation de l'armée et puis éventuellement les prochaines offensives qui viendront pour libérer tous les territoires. À vous entendre parler, honorable, c'est comme si vous restez neutre sur la question. Vous n'avez même pas d'avis positif ou bien négatif en ce qui concerne l'état de siège. Mais écoutez, monsieur, si je vous pose la question clairement de savoir, il y a combien de localités, combien de militaires il y a à l'est du pays, combien de troupes, combien de bataillons, quel est leur stock, comment sont-ils organisés, vous n'aurez aucune réponse. Vous n'êtes pas comme un citoyen lambda. Oui, mais ce sont des secrets de défense. Ce sont des secrets de défense et même à la commission défense et sécurité, ce n'est pas tous les députés qui y participent. C'est-à-dire qu'il y a des informations sensibles qui doivent totalement être gardées secrètes. Donc, permettez-moi, avec toute l'humilité qu'impose la situation, que je n'aille pas dans des détails que je ne connais pas. Aujourd'hui, lorsqu'on me parle d'état de siège, je ne peux même pas vous dire quelle superficie il couvre. Je sais que nous sommes en Ituri, Nord et Sud Kivu, mais aujourd'hui, vous et moi, nous ne connaissons pas la superficie. Nous ne savons pas quels sont les postes qui sont mis en place, où est-ce qu'il y a des poches d'insécurité exactement. Il n'y a que ceux qui vivent la situation, ceux qui y vivent et qui connaissent la contrée et qui peuvent, au mieux, je veux dire, donner des éléments, des réponses aux questions qui sont posées. Maintenant, le chef de l'État, en tant que garant des institutions, prendra des mesures idoines en fonction du rapport qui lui est transmis par la table ronde pour lever ou requalifier l'état de siège. Et nous, en tant qu'Assemblée nationale, en fonction des éléments que nous aurons, nous allons valider l'option qui sera prise, ou pas. Qu'est-ce que ça vous fait, honorable, sous état de siège, pendant que le président était en train de se démener pour trouver des solutions dans la partie est de la République démocratique du Congo? Nos voisins, ou bien les chefs d'État voisins, se sont un peu moqués de nous d'une certaine façon, que notre armée était incapable de restaurer la sécurité nationale. Vous savez, nous sommes un peuple béni, nous avons un territoire qui est béni. Je ne vois aucun pays voisin que nous pourrions envier. Après, vous pouvez vous moquer d'un peuple à un moment donné, comme on se moquait des Chinois à l'époque, on se moquait des Japonais à l'époque. Vous savez, il y avait ce qu'on appelait des petits peuples, des personnes qu'on considérait pas. Aujourd'hui, la Chine semble être la première puissance mondiale. Je veux dire que moi, je fais fi de toutes ces moqueries. Il faut que nous restions focus sur l'organisation d'une armée dissuasive. Et je pense que nous sommes sur ce chemin, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je peux vous le dire, je suis de l'Ecofin, depuis 1960, jamais autant de moyens ont été mis à la disposition de nos forces armées. En termes de reddition des comptes, vous avez plus de 422 millions dépensés pour nos forces armées en 2022, et vous avez vu qu'en 2023, un lot de matériel très important à tous les niveaux, pour l'infanterie, même pour l'aviation. Il y a même maintenant des usines de confection des tenues pour que le militaire soit bien vêtu et qu'il soit bien équipé. Je crois que ça peut nous prendre du temps et je comprends l'impatience de nos concitoyens. Mais je reste confiant que l'ambition ultime, avec le président d'ailleurs Bemba qui est à la tête du ministère de la Défense, l'ambition ultime, c'est d'avoir aujourd'hui une armée. On peut s'en moquer aujourd'hui, mais je ne crois pas que dans les 2-3 années, on va continuer à s'en moquer. Et d'ailleurs, lorsqu'on prend le classement des 10 meilleures armées d'Afrique, les FARDC font partie. Donc, une armée de 125 000 hommes, aujourd'hui, on peut avoir des problèmes d'organisation, de désintégration, parce que c'est une armée qui est issue d'un processus de brassage. Donc, il faut encore travailler. Il y a eu beaucoup de trahison aussi, il y a eu beaucoup d'arrestations. Ça peut justifier
en quelque sorte les faiblesses que nous connaissons, mais tout est mis en œuvre pour avoir une armée qui a qu'un seul esprit, et cet esprit serait de défendre l'intégrité territoriale au prix du sang. Et nous devons les encourager, les féliciter. Vous avez parlé du président Jean-Pierre Bemba à la tête de ce ministère de la Défense, parce que dès sa nomination, il y avait un espoir dans les Congolais. Au fait, les Congolais attendaient beaucoup plus de lui, croyant que lui étant... Peut-être il était un seigneur de guerre, il maîtrise très bien, en fait, la guerre, il maîtrise très bien cette affaire, qu'il allait vite rétablir la paix dans la partie est en matière de guerre, la vitesse n'existe pas. Et même pour la puissance, les plus grandes puissances mondiales, la plus grande puissance mondiale nucléaire qui est la Russie, avait un calendrier qui s'étalait sur une semaine pour sa mission en Ukraine, et aujourd'hui nous sommes à plus d'une année. Je vous donnerai plusieurs exemples. Il y avait la coalition de l'OTAN qui est partie en Afghanistan. Vous avez ce qui s'est passé en Irak. Lorsque vous prenez les calendriers des premières frappes, d'ailleurs, le premier jour, on vous dira qu'on a anéanti 80%. On nous disait qu'on avait anéanti 80% de la force de Saddam Hussein. Mais vous avez vu que ça avait pris plus de temps. La guerre en Afghanistan a pris plus de 10 ans, alors que les Américains sont réputés pour avoir les moyens technologiques militaires les plus performants au monde. Je veux dire qu'en matière de guerre, il n'y a pas une notion de vitesse, parce que vous avez en face d'un adversaire qui s'adapte à vos stratégies et qui résiste. Donc, le président Jean-Pierre Bemba a de l'expérience. Seigneur de guerre, ce n'est pas l'expression appropriée. Il a été un président d'un parti politico-militaire. Il a fait la rébellion, mais vous allez aussi comprendre que la finalité ultime de la rébellion du MLC, il y a eu un dialogue et eu 1+4. Donc, pour vous dire que personne n'avait gagné finalement. Donc, nonobstant ce que vous pouvez imaginer, et nous devons continuer à comprendre, et je comprends facilement, avec beaucoup de dextérité, la peine et l'envie que les Congolais voient la situation s'améliorer et peut-être même finir. Mais nous devons nous inscrire dans la durée. Et s'inscrire dans la durée, c'est quoi? Regardez ce qui s'est passé en 2013 avec le M23 qui avait pris Goma, appuyé par la brigade spéciale. On a démantelé le M23, mais il est revenu. Il est revenu parce que derrière ce démantèlement du M23, il n'y avait pas la construction de manière continue d'une armée forte et dissuasive, sinon il ne serait jamais revenu. Et il y a eu d'ailleurs après le M23 beaucoup de groupes armés qui se sont proliférés. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de libérer Bunagana, Rutshuru, mais l'idée c'est davantage de s'inscrire dans l'après l'avoir fait. Est-ce que après l'avoir fait, on va revenir dans un cycle où chaque fois il y a des incursions, il y a des parties du territoire qui sont prises, où nous allons finalement nous déterminer à avoir une armée qui, lorsqu'elle va vaincre l'ennemi, elle le vaincra et on aura une paix durable et définitive. Et je crois que c'est ça l'idée. Partagez-vous l'avis du président Adolphe Muzito, qui à l'époque avait dit il faudrait carrément faire la guerre au Rwanda et puis annexer le Rwanda en République démocratique du Congo. C'est un peu prétentieux et populiste. Qu'est-ce que ça va nous apporter d'annexer le Rwanda? Qu'est-ce que ça va nous apporter de faire la guerre au Rwanda? Si c'est populiste d'annexer le Rwanda, alors qu'en est-il de faire la guerre au Rwanda? Parce que est-ce que l'idée c'est de faire la guerre au Rwanda parce qu'il y a des Rwandais? Est-ce que l'idée c'est de considérer que le peuple rwandais est un peuple ennemi, ou l'idée c'est de considérer que le régime Kagame qui jouit ou qui bénéficie de la rente de l'instabilité dans notre pays puisse être arrêté, dans le sens où son régime peut être stoppé et peut-être lui être démis de ses fonctions par la vindicte populaire de chez lui au Rwanda. Ce que moi je veux dire, c'est que il ne faut pas que nous transformions ce qui se passe entre une guerre entre deux peuples. Ce n'est pas une guerre entre les Congolais et les Rwandais. En tout cas, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Nous avons le M23 dans lequel il y a des Congolais, ce qui fait que la communauté internationale continue à considérer comme dans le gouvernement du Rwanda est en train de nourrir. Voilà. Mais s'il y a des Congolais, c'est ce qui justifie en termes de nomenclature en droit international. Il suffit qu'il y ait un ou deux nationaux. On ne parle plus de guerre, on parle de rébellion. Et c'est ce qui se passe, par exemple, ce qui s'est passé avec le groupe Wagner. Donc, dès lors qu'il y a des Congolais, le porte-parole c'est un Congolais, les Ngoma et tout ce que vous voulez, là, je retiens pas leur nom, sont des Congolais, la nomenclature change. Nous sommes dans un cas, entre guillemets, de rébellion, même si nous savons tous que l'appui logistique et idéologique provient du Rwanda, parce que c'est un bras séculier qui permet au Rwanda d'entretenir l'instabilité et de permettre le pillage systématique de nos ressources pour la stabilité de l'économie et du pouvoir de M. Kagame. Donc nous devons être en mesure d'arrêter cela, de neutraliser ce groupe,
de sécuriser nos frontières, d'organiser notre administration. Ça, c'est notre responsabilité. Mais aller avec des propos, je veux dire, incendiaires, des propos populistes, c'est comme si, imaginez-vous Poutine qui dit je vais annexer l'Ukraine, nous allons faire la guerre contre l'Ukraine. Non, je pense qu'il y a une dialectique autour des États, une dialectique autour des dirigeants. Et donc la guerre ici, par exemple en Ukraine, c'est une guerre entre Poutine et le pouvoir de Kiev. Et d'ailleurs, il y a des couloirs humanitaires pour laisser passer les Ukrainiens qui veulent venir vivre en Russie, qui ne sont pas inquiétés. Donc il n'y a pas de guerre entre les peuples, mais il y a, si vous voulez, une dialectique d'hostilité entre des gouvernements. Qu'est-ce qui manque, honorable Jean-Jacques Mamba, pour en découdre définitivement avec ces groupes rebelles? Est-ce les moyens ou encore un problème d'hommes? Nous n'avons pas assez de capacité pour mettre fin. Non, je vous dis qu'il faut une construction dans le temps. Il faut sortir de l'idée où on doit avoir un calendrier, on doit se dire que ça finit dans 2 jours. Le seul calendrier que nous devons avoir, c'est de s'assurer que chaque jour, nous améliorons les capacités de notre armée jusqu'à un niveau où elle sera bien formée, en nombre assez suffisant, autant équipée, pour être une armée dissuasive, parce qu'elle aura le rôle de sécuriser. Elle n'a jamais été dissuasive. Non, jusqu'à preuve du contraire, forte. Nous avions une armée qui est issue du brassage. Ça veut dire que vous aviez le MLC, le RCD, tous les groupes armés sont venus, ils ont donné des troupes et on a essayé d'en faire une armée. Et aujourd'hui, on a bien vu les faiblesses, parce que vous avez remarqué que lorsque le Bounagan est tombé, il y a eu beaucoup d'arrestations. Pour la bonne et simple raison qu'il y avait beaucoup de traîtres dans la hiérarchie militaire. Ce travail d'épuration de la traîtrise, c'est un travail qui continue et qui doit être permanent. Maintenant, est-ce qu'on peut construire une armée en une année? Je ne pense pas. Vous savez, nous sommes en train de parler d'un territoire qui est très vaste. Aujourd'hui, vous avez la MONUSCO qui a fait plus de 20 ans chez nous, qui est dotée de tous les moyens. Mais elle vous dira que, alors qu'il n'y en a qu'une seule partie, elle vous dira que si elle n'a pas eu les résultats escomptés, même si c'est une mission de maintien de la paix, c'est parce qu'avec 17 000 hommes, on ne sait pas faire grand-chose. Donc ça veut dire que sur la partie de l'Est du pays, des hommes équipés, bien nourris et armés pour assurer la sécurité de l'ensemble du territoire Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, c'est plus grand que la France. Maintenant, posez-vous la question de savoir, en France, il y a combien de militaires et quels sont les moyens qui sont dotés. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on demande à nos forces armées, c'est comme si on leur demandait de sécuriser un territoire comme la France, avec combien d'hommes, avec quel matériel, et en combien de temps on va le faire. Donc, ce que je vous dis, c'est que lorsque vous prenez le budget de la France, le budget militaire, par exemple, pour sécuriser la France, nous sommes en train de parler en termes de 300, 400, 500 milliards, peut-être 1000 milliards d'euros. Et nous sommes à combien? Je viens de vous parler de 422 millions. Peut-être qu'en 2023, nous allons flirter avec 1 milliard. Mais pour vraiment y arriver, moi, je pense qu'à partir d'un budget de 5 à 10 milliards, entre 5 à 10 milliards consacrés uniquement à la défense nationale, nous allons arriver au bout de tous ces groupes armés. Mais il faut qu'on mobilise des ressources. Il faut que nous soyons en mesure de lutter contre la fraude fiscale, en mesure d'améliorer le climat des affaires pour faire venir beaucoup d'investisseurs et capter un maximum de ressources en termes de taxes fiscales et parafiscales. Dès que nos caisses sont renflouées, continuer à alimenter l'armée. Et puis, ce n'est pas la seule priorité. Tout le budget du pays ne peut pas aller vers l'armée. Voyez-vous que nous avons nos enfants scolarisés, donc il y a la gratuité de l'enseignement, il y a des enseignants à payer, il y a les services de l'État, la police aussi qui doit continuer à fonctionner, il y a des infrastructures qu'il faut entretenir, et ainsi de suite. Il y a plusieurs prestations. Et donc, avec un budget qui, aujourd'hui, dont les prétentions étaient de 16 milliards, on ne sait pas dégager 1 ou 2 milliards uniquement pour l'armée, sinon l'État ne sera pas en mesure de faire face à certaines obligations. Donc, il faut considérer que la partie concernée, c'est une partie qui est presque l'équivalent de la France, si pas plus grande que la France. Je donne l'exemple de la France parce qu'elle est connue. Et que, à partir de ce moment-là, il faut voir quel est le budget qui est consacré à l'armée française pour comprendre que pour sécuriser un territoire comme ça, même si on divisait ce budget-là par 10, nous n'atteignons pas ce que nous dépensons pour notre armée. Pour notre armée, je vous parle de 422 millions, mais ce n'est pas suffisant. J'estime pour ma part que dès lors que nous aurons davantage de moyens, il faut bien imaginer un scénario où notre armée a un budget dédié de plus de 5 milliards par an et nous aurons une armée dissuasive et permanente pour faire face à tout type d'attaque. Vous venez de parler, de dire tout à l'heure là que vous estimez d'ailleurs que l'armée n'était pas aussi organisée comme elle est en train de s'organiser aujourd'hui. Que dites-vous de ce que le président avait dit autrefois, que j'ai trouvé une armée bien structurée et bien équipée d'une certaine façon, et que nous avons vraiment une armée? C'était quoi? Une façon, un discours politique ou bien... Écoutez, l'évaluation de l'organisation d'une armée et sa structuration ne s'évalue que sur terrain.
Je pense qu'en ce moment-là, il n'y avait pas Bunagana qui était pris. En ce moment-là, le chef de l'État venait de prendre ses fonctions. Il n'avait pas encore toutes les informations. Tous les éléments et toutes les informations. C'est à l'épreuve des difficultés, c'est à l'épreuve de la guerre que les failles se sont montrées au grand jour. Et je pense que des mesures ont été prises pour commencer à les corriger. Donc, je ne vais pas reprocher au chef de l'État d'avoir eu l'impression d'avoir reçu une armée structurée, organisée. Je ne vais pas lui reprocher d'avoir eu cette impression, mais je vais lui féliciter du fait que, bon, après avoir vu toutes les failles de cette armée, il s'est résolument engagé à ce que cette armée soit renforcée et réorganisée. L'armée est en train de se réorganiser. Le président avait fait appel à l'EAC et puis à la SADC, ainsi de suite, pour essayer de renforcer les troupes. Qu'est-ce que ça donnait? Je crois que le président, je pense, je ne vais pas parler au nom du président. Ce qui me concerne, ce sont des organisations qui ne sont pas habilitées ou qui ne sont pas enclins à envoyer des hommes venir mourir sur notre territoire national. Ça reste sur notre responsabilité. Et ça nous a permis de gagner du temps parce que je vois que nous nous organisons. Les différents accords, les dialogues, Nairobi, Luanda nous permet de gagner du temps et cela ne nous empêche pas de continuer à nous organiser. Donc, je n'ai jamais fondé mon espoir sur une quelconque solution provenant de l'EAC ou de quelconque autre organisation que notre armée. Et c'était quoi, en fait, le but? Parce que nous avons dépensé des millions et des millions avec toutes ces organisations-là. Mais vous savez, l'EAC n'a pas une vocation, c'est pas une organisation militaire, ce n'est pas comme l'OTAN. L'EAC, c'est une organisation d'intégration économique qui a dans ses statuts des dispositions qui traitent de la question de la protection des États membres. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, faisant actionner ces dispositions, l'EAC a été mise à contribution pour trouver une issue au conflit. D'abord une issue pacifique, on a essayé de parler avec le M23 qui a refusé de venir à la table de négociation, estimant qu'il voulait absolument avoir un dialogue en tête-à-tête avec le président de la République ou avec le gouvernement congolais. Et donc voilà, on a activé des mécanismes dans le cadre des associations auxquelles nous appartenons. Il n'y a pas que le l'EAC, vous avez la SADC et d'autres associations aussi. Que dites-vous de ce que la clameur publique ou bien la population dit que notre armée n'a pas assez de maturité pour imposer le respect à nos voisins? Mais écoutez, nous sommes en train de parler des personnes qui ont accepté de sacrifier leur vie pour l'intégrité, pour protéger les Congolais, pour protéger leurs sœurs et frères ou leurs frères et sœurs. Nous avons l'obligation de respect, nous avons l'obligation de solidarité. Nous devons mesurer et apprécier le sacrifice qu'il s'impose pour que notre pays reste un et indivis. Après, les commentaires peuvent aller dans tous les sens, mais je ne fais pas partie de ceux qui commandent négativement sur notre armée. Nous avons des personnes aguerries, avec un minimum d'organisation, d'équipement. Je vois même qu'on a maintenant une usine de confection des tenues militaires, des militaires bien habillés, bien nourris, bien équipés lorsqu'ils sont congolais. Je peux vous assurer que le travail sera fait. Le travail sera fait. Alors, comme je l'ai dit dans mon prélude, que nous avançons déjà vers les élections. Estimez-vous que vraiment que ça fera honneur que nous allions aux élections et sans les territoires qui sont sous occupation de l'ennemi? Mais écoutez, je pense pas. Je pense qu'il y a des velléités de balkanisation. J'ai suivi un prêtre catholique au Rwanda qui, dans son homélie, parlait du Massissi, en disant que le Massissi appartient aux Rwandais, qu'ils allaient se battre pour conquérir le Massissi. Je crois que dans ce format-là, organiser les élections sans les territoires occupés peut ouvrir la porte à la balkanisation du pays. Ça veut dire que il y aurait un argument fallacieux qui serait développé. Pour dire, voilà, vous savez, ils ont organisé des élections sans vous, ils s'en foutent de vous, et nous allons nous autodéterminer, nous allons devenir une province autonome, ou une région autonome. C'est peut-être ça la crainte. Et donc, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais vraiment insisté à ce que nous puissions aller aux élections, et qu'avant décembre, nous puissions trouver une solution pour déloger ces groupes armés, et notamment le M23 qui revendique et qui organise même une administration dans les territoires qu'il occupe, de les déloger avant que nous allions aux élections. Et aussi, il faudrait, prenons par exemple le cas de la province du Nord Kivu,
pour élire le gouverneur du Nord Kivu, il faut les députés provinciaux de Bunagana, de Rutshuru, de Kishish et ainsi de suite. Si les élections provinciales ne sont pas organisées dans ces contrées-là, je ne vois pas comment on va organiser l'élection de gouverneur. Donc, si nous levons l'état de siège aujourd'hui, on devra avoir un gouverneur civil, mais il serait élu de quelle manière? Donc, tout ça, ce sont des questions qu'il faut régler. Nous espérons trouver des solutions avant les élections, parce que ce qui serait vraiment l'idéal, et c'est ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions organiser les élections, aller aux élections dans un territoire qui est totalement pacifié, un territoire sous contrôle. La majeure partie des acteurs politiques, d'ailleurs, souhaiteraient qu'il n'y ait pas élection sans ces territoires-là, parce que consacrés... C'est une vision que je partage, mais nous avons des obligations constitutionnelles, c'est-à-dire que la Constitution est claire en ce qui concerne l'organisation des scrutins. Après, nous avons des impératifs du terrain, parce que la sécurité reste un cas de force majeure. Donc, on verra bien avec les équilibres ce qui pourra être fait dans le sens de résoudre ces situations avant les élections. Mais si l'option est prise d'organiser les élections dans ce format-là, j'espère qu'il n'y aura pas des conséquences fâcheuses par la suite. Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes sur ce prestigieux plateau. Et je suis avec l'honorable Jean-Jacques Mama. Nous sommes en train de parler. Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire les décryptages d'actualité du jour. iWeb,